Bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux. Je suis Charlène Poveda, responsable développement durable au sein de l'Association nationale des industries alimentaires, appelée l'ANIA, A-N-I-A. Je venais aujourd'hui vous présenter un livre vert. On a appelé ça livre vert. En fait, c'est un recueil de bonnes pratiques environnementales mises en œuvre par les industries alimentaires. C'est une sélection de 100 bonnes pratiques qu'on a publiées dans le cadre de la COP21 et je voulais vous présenter donc, en détail ces bonnes pratiques. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'Association nationale des industries alimentaires? C'est 18 fédérations nationales sectorielles. On a différents secteurs qui sont représentés au sein de l'ANIA. On va avoir par exemple l'amidon, on va avoir le sucre, on va avoir les laitiers, etc. Tous les secteurs de l'alimentaire, donc c'est 18 fédérations nationales. On est aussi représenté en région par 23 associations. Et on représente en fait 15 789 entreprises de l'alimentaire en France. Et ce sont 98% des PME. Donc on est présent sur l'ensemble du territoire et on représente ces entreprises-là. Notre mission, c'est vraiment de les représenter, de les informer et de les accompagner sur divers projets. On va avoir par exemple des projets de recherche-innovation, des projets de nutrition-santé, mais aussi, dans le cas de mon pôle, des projets de développement durable. Donc on va vraiment les informer, on va faire de la veille réglementaire, on va les accompagner aussi dans la mise en œuvre d'actions collectives essentiellement. Et on est aussi un interlocuteur privilégié auprès des pouvoirs publics. Voilà, quand il y a des questions dédiées aux entreprises alimentaires, on va être l'interface pour pouvoir répondre à ces questions-là et apporter des réponses précises et pertinentes sur la réalité industrielle de ces entreprises. Je voulais faire un petit point avec vous sur alimentation et changement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un contexte démographique, si on se place selon les projections mondiales, d'ici 2030, nous serons 8,4 milliards d'habitants et on peut facilement en déduire que 8,4 millions d'habitants, c'est forcément une demande alimentaire qui augmente. Il va falloir doubler en fait la production alimentaire si on en croit ces projections-là. Or, on a aussi des projections en termes de changement climatique qui nous disent que d'ici 2050, les températures vont augmenter, que les variations climatiques vont être plus importantes. On comprend aussi facilement l'impact que ça peut avoir sur les productions agricoles en termes de perte de surface agricole, de rendement agricole. Les variations climatiques, forcément, ça modifie tout ça. Et une production agricole plus incertaine et une raréfaction des ressources. Si on parle d'empreinte carbone de l'alimentation, en fait, au niveau mondial, c'est 21% des émissions de gaz à effet de serre, l'alimentation. Si on prend l'alimentation depuis la production jusqu'à l'assiette du consommateur, c'est 21%. Et 30% de consommation énergétique mondiale pour pouvoir produire ces biens alimentaires. En France, les activités agroalimentaires, elles, c'est 4% des émissions globales de la France. Mais il faut vraiment prendre l'ensemble de la filière alimentaire pour comprendre tout le processus, tout le cycle de vie d'un bien alimentaire, du début jusqu'à la fin. En amont, on a tout ce qui est engrais, fertilisation des cultures. On a aussi les émissions de CO2 dues aux ruminants, aux fumiers, etc. Et en aval, on va aussi avoir tout ce qui est consommation d'énergie pour la transformation alimentaire. On va avoir aussi tout ce qui est transport pour amener jusqu'au point de commercialisation, pour amener jusqu'au consommateur. Et on va aussi avoir tout ce qui est perte en production, gaspillage alimentaire, qui représente aussi une part importante des émissions de gaz à effet de serre. Et aussi, une part non négligeable est attribuée aux emballages. Emballage carton, emballage verre, etc. Selon les matériaux, vraiment, les variations peuvent aller du simple au double. Voilà un petit peu pour vous poser le constat quand on parle d'alimentation et changement climatique. Donc vous voyez là par exemple sur le graphique à côté, donc 21% c'est des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'alimentation, et à côté 23% c'est l'énergie. En fait c'est le deuxième poste vraiment d'émissions de gaz à effet de serre. Donc face à ces constats-là, il y a forcément une réalité et puis aussi des engagements qui sont pris par les industries alimentaires. Et l'année dernière, vous n'êtes pas sans savoir qu'a eu lieu la COP21 en France. Donc la France a été choisie pour organiser la COP21 en décembre dernier. Au-delà de ce rendez-vous de 194 pays et au-delà de l'enjeu lié aux négociations, il y avait aussi une occasion vraiment exceptionnelle pour les entreprises, pour la société civile en général, de démontrer quelles étaient leurs actions, quelles étaient les initiatives
et quelles étaient leurs responsabilités dans le cadre de cette lutte contre le changement climatique. Donc à l'ANIA, on s'est saisi de cette opportunité-là, comme d'autres secteurs ont pu le faire, pour expliquer en fait comment on s'engage, quelles sont les solutions mises en œuvre et comment on compte aller plus loin sur ce sujet-là. On a donc décidé de publier en fait, donc, ce recueil dont je vous parlais qui s'appelle le Livre vert des industries alimentaires, sans action pour lutter contre le changement climatique. Et c'est donc en fait un recueil de 100 bonnes pratiques qu'on a pu détecter dans les entreprises de tout type de l'agroalimentaire, donc des PME à des grands groupes répartis sur l'ensemble du territoire. Et on a choisi de les axer sur 5 périmètres. En fait, ce sont les 5 grands axes de périmètre d'action ou de responsabilité des industries alimentaires. Donc on va avoir en 1, agir sur les approvisionnements. Quelles sont les initiatives que les industries alimentaires peuvent mettre en œuvre pour agir à ce niveau-là. 2, utiliser efficacement l'énergie. Donc là, on rentre vraiment dans les modes de production. Ensuite, on va avoir en 3, gérer les emballages et leur fin de vie. Comment les industries alimentaires peuvent être moteurs de nouvelles solutions, comment peuvent-elles aussi aider à mettre en place de nouvelles filières de recyclage ou utiliser des emballages moins polluants. On va aussi avoir optimisé la logistique et le transport, comment penser essentiellement ensemble des solutions plus optimales. Et enfin, lutter contre les pertes et le gaspillage alimentaire, c'est un sujet important pour les entreprises alimentaires, d'autant plus important qu'il est très médiatique. Et c'est un sujet sur lequel les entreprises s'engagent et sur lequel il y a aussi des initiatives qui sont mises en place. Donc l'objectif était vraiment double en fait sur ce projet-là. C'était de montrer d'une part les initiatives mises en place, toute la mobilisation collective qu'il y a autour de ce sujet-là, mais aussi accélérer le changement, vraiment avoir un effet d'entraînement sur ce sujet-là. Je vais donc vous présenter en détail chacun des axes, quels sont les enjeux sur chaque axe, avec aussi un exemple clé pour chaque partie. Donc pour agir sur les approvisionnements. Concernant les matières premières, il faut savoir que ça peut être 70% des émissions des gaz à effet de serre du cycle de vie des produits alimentaires. Les variations peuvent aller de 40 à 90% selon les matières premières utilisées. C'est vraiment un axe clé pour les industries alimentaires et elles doivent travailler main dans la main en partenariat avec leurs fournisseurs. Je pense notamment à des partenariats avec des agriculteurs qui pourraient être menés par les entreprises pour pouvoir établir des cahiers des charges, des codes de bonnes pratiques pour sensibiliser les agriculteurs et travailler vraiment avec eux dans la réalité pour pouvoir mettre en place ces actions-là. On pense souvent par exemple à la diminution des produits phytosanitaires. Il y a certaines entreprises qui sont engagées sur ce créneau-là. Ou il y a des pratiques agroécologiques. On a par exemple Nestlé qui s'est fortement engagé sur l'agroforesterie. Et il y a également aussi d'autres types d'accompagnement. C'est le soutien à des filières d'approvisionnement durable. On en entend souvent parler, le cacao durable, l'huile de palme durable. Il y a beaucoup de filières qui se développent et les entreprises s'engagent à ce niveau-là. On a notamment une alliance française pour l'huile de palme durable qui a été créée il y a 2 ans maintenant, où il y a de nombreux industriels de l'agroalimentaire qui sont présents pour faire avancer les pratiques sur ce sujet-là, pour s'engager concrètement, au-delà de simplement acheter des certificats en approvisionnement durable. Elles s'engagent concrètement pour mener des projets sur le terrain dans des pays sensibles. On va aussi avoir tout ce qui est approvisionnement à proximité des sites de production. Là, c'est pareil, c'est travailler vraiment au niveau local avec les partenaires locaux pour établir des réseaux de distribution, des réseaux d'approvisionnement au plus près de la production et donc diminuer finalement les kilomètres parcourus pour vraiment des matières premières qui seraient juste à côté. Au final, le coût d'achat, même si on va le chercher moins cher plus loin, on y perd après en transport et on augmente l'empreinte carbone de l'approvisionnement. Donc ça, c'est vraiment un axe clé. Et c'est un axe clé sur lequel on a besoin de travailler en partenariat avec nos fournisseurs. Ce n'est pas un axe sur lequel on peut monter des projets seuls. C'est vraiment du partenariat et ça permet de renforcer les relations aussi, avoir des relations durables et des relations vraiment constructives avec les fournisseurs de matières premières. Donc sur les approvisionnements, je voulais vous présenter le projet en fait, de l'ESIA qui s'appelle Fleur de Colza, la filière Fleur de Colza. C'est une filière qui a été lancée en fait en 2004 par l'ESIA. C'est vraiment un partenariat qui a été mis en place par les fournisseurs d'huile de colza.
qui permet essentiellement une traçabilité tout au long en fait, de la filière huile de colza. Donc c'est un cahier des charges assez précis et exigeant qui a été mis en place en partenariat donc, avec ces agriculteurs. Et il y a notamment, par exemple, des bonnes pratiques qui sont recommandées, comme l'usage de phytosanitaires hors des périodes de floraison, afin de préserver les populations d'abeilles. Ça, voilà, c'est un exemple qu'il peut y avoir dans le cahier des charges. Il y a vraiment d'autres points dans le cahier des charges. Et c'est aussi en fait une filière qui permet un approvisionnement 100% française sur cette filière fleurs de colza. Bon. Donc la vidéo, il faut aller voir sur le site aux sources de fleurs de colza. Désolé, ça ne marche pas. En fait, c'est une vidéo qui vous retrace vraiment depuis le magasin, vous remontez jusqu'au producteur et jusqu'aux paysans vraiment pour retrouver votre fleur de colza. Désolé, c'est une vidéo très intéressante et en fait, vous pouvez mettre votre adresse, il vous situe et ensuite, hop, il remonte avec vous jusqu'au producteur et jusque dans le champ. Elle est très intéressante, je vous invite vraiment à aller voir ce site-là, il est très bien fait et très bien expliqué. Du coup, je vous propose de passer aux énergies. Donc, utiliser efficacement les énergies. C'est vraiment un sujet au cœur de deux problématiques pour les industries alimentaires. Tout d'abord, le défi environnemental, parce que les énergies, c'est 71% des émissions de gaz à effet de serre en France qui sont liées en fait aux énergies, tout type d'énergie là mélangée. Les besoins énergétiques des entreprises agroalimentaires sont importants. Elles en ont besoin pour leurs procédés de fabrication, elles en ont besoin pour des exigences sanitaires. On pense notamment à la chaîne du froid, le froid qui a aussi un impact important sur les émissions de gaz à effet de serre. Il faut savoir que depuis entre 1990 et 2012, les entreprises européennes ont diminué de 27% leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est des objectifs qui sont toujours revus à la hausse et on en demande toujours plus en termes d'efficacité énergétique. Et vraiment, les entreprises arrivent souvent à des seuils et il faut vraiment des innovations de rupture ensuite pour pouvoir mettre en œuvre ces objectifs de réduction. Les industries alimentaires, c'est le 3e secteur industriel en fait en France le plus consommateur d'énergie. Devant, on a la métallurgie et la chimie. Et ça représente en moyenne le second poste de dépense après les matières premières pour les industries alimentaires. C'est environ 12% du résultat d'exploitation. Donc c'est des coûts assez importants avec des choix souvent à faire en termes d'investissement. Donc vraiment là, c'est au cœur des modes de production et des procédés. Vraiment, on est vraiment au cœur de l'usine. Quels sont les procédés, quels sont les choix d'investissement qu'on va faire pour demain. Donc il y en a forcément des procédés liés à l'amélioration de l'efficacité énergétique des procédés. On a aussi des systèmes de récupération d'énergie de la chaleur. On a aussi l'utilisation de combustibles moins polluants et d'énergie renouvelable. Mais aussi, on a après toutes ces formations et ces sensibilisations qu'on peut avoir auprès des salariés sur les lignes de production. C'est des gestes tout simples, mais qui souvent peuvent aussi avoir un impact sur l'empreinte carbone d'une entreprise. Donc là, c'est pareil, j'avais une vidéo pour vous à vous montrer qui était super intéressante. Donc on va voir si elle marche. En fait, c'est le projet Vapeur Verte de Mars. C'est un projet en fait qui est né en 2012 avec pour vocation de repenser entièrement le réseau de chaleur en fait, qui alimente l'usine de Mars qui est située dans l'est de la France. Ils ont travaillé en fait avec un centre de valorisation énergétique pour voir comment ils pouvaient utiliser l'énergie dégagée par les ordures ménagères pour pouvoir en faire en fait de la vapeur pour l'utiliser dans leur réseau de chaleur. Donc c'est un projet vraiment très innovant. Là, on est vraiment dans l'innovation de rupture et qui permet aujourd'hui d'alimenter l'usine à 90% en ses besoins de vapeur et de chaleur. Donc pour les lignes de production, mais aussi pour le chauffage dans les locaux. Donc là, clairement, avec cette innovation-là, on a pu diminuer de 60% les émissions de CO2, ce qui équivaut à 8700 tonnes de CO2 évitées. Donc là, on est vraiment dans l'innovation de rupture, en partenariat aussi avec des acteurs locaux, un projet très intéressant, donc j'espère que la vidéo va marcher. Donc ensuite, je voulais vous parler des emballages, comment
on gère les emballages et leur fin de vie. Donc, comme je vous disais, les emballages, c'est aussi une empreinte carbone importante pour les industries alimentaires. Et selon certains produits, on peut être jusqu'à 50% de l'empreinte carbone du cycle de vie. Donc, par exemple, sur les produits en emballage en verre, où le matériau fait fortement en fait, augmenter l'empreinte carbone. Cependant, l'emballage pour l'industrie alimentaire, enfin pour les produits alimentaires, ça joue vraiment un rôle essentiel pour des raisons d'hygiène et sécurité, mais aussi pour apporter de l'information aux consommateurs et également pour le transport, etc. On a vraiment besoin de l'emballage. Et aussi, depuis peu, on réfléchit aussi à l'emballage comme vecteur de lutte contre le gaspillage alimentaire. Comment, en portionnant différemment nos produits, on peut lutter contre le gaspillage en évitant les gros conditionnements, etc. Comment ça peut aussi apporter cet aspect-là. Donc les industriels, en tant que metteurs sur le marché, forcément, ils ont une responsabilité, donc élargie, ce qu'on appelle la responsabilité élargie aux producteurs, d'assurer aussi la fin de vie de leurs emballages. Donc si on reprend en fait tout le cycle de vie de l'emballage, les industriels ont la main, ont la responsabilité et peuvent mener des initiatives dès le départ avec l'éco-conception des produits, en pensant dès le début avoir des réflexes dès la conception produit sur est-ce que cet emballage-là, je peux ensuite assurer un recyclage optimal de ce... Est-ce que c'est un bon choix d'avoir ce type d'emballage, ce suremballage-là, etc. Vraiment, c'est la réduction aussi et l'allègement des emballages qui doit être réfléchi dès le départ, dès la conception produit. Ensuite, est-ce que je peux utiliser des matériaux recyclés ou biosourcés dans cet emballage-là? Enfin, si il n'existe pas de filière de recyclage pour mon emballage, je pense notamment à l'aluminium, pour les petits emballages en aluminium, la filière de recyclage aujourd'hui est à développer. Comment, moi, en tant qu'entreprise agroalimentaire, je peux participer à ce développement de cette filière-là. Enfin, comment je peux optimiser le transport de ces emballages-là. Là, vraiment, c'est comment faire en sorte que les emballages puissent être le mieux pensés possible pour augmenter le taux de remplissage, par exemple, ou en magasin, être le plus compact possible. Ou en tout cas, les plus optimaux. Enfin, comment j'apporte de l'information et je sensibilise les consommateurs sur le geste de tri. Parce que si on fait tout ça en amont, qu'on réfléchit à comment on le recycle, est-ce que c'est du recyclable, pas du recyclable, mais qu'ensuite c'est pas mis au bon endroit ou que le geste de tri n'est pas fait, n'est pas complet, etc., on perd finalement tout ce qu'on a fait avant, tous les investissements qu'on a pu mettre avant. Donc là, c'est vraiment, je vous ai mis une capture d'écran d'un pictogramme éco-emballage qui est utilisé de manière volontaire par les industriels pour expliquer en fait à quel endroit, par exemple, je mets ma barquette plastique et à quel endroit je vais mettre mon carton. Donc là, c'est vraiment pour faire la pédagogie et pour être sur l'information très simple et très compréhensible pour le consommateur. Donc là, j'avais aussi une super vidéo pour vous présenter en fait le projet métal de Nespresso. Donc Nespresso, en fait, a été très vite confronté en fait à un problème et qui est devenu une crise assez importante pour eux. Ils se sont rendus, il n'y avait pas de filière de recyclage en fait pour leurs petits emballages en aluminium, parce qu'en fait, quand ça arrive dans les centres de tri, c'est trop petit en fait. Il y a les emballages passés en fait sortaient du cycle de tri parce qu'ils sont trop petits. Et donc au départ, Nespresso s'est dit bon, on va développer des filières d'apport volontaire. Donc le consommateur va en magasin apporter ses capsules pour qu'ensuite, après, Nespresso s'occupe de pouvoir développer la filière de recyclage et recycler ces matériaux-là. C'est vraiment dommage qu'en fait, ces matériaux-là ne soient pas recyclés parce que comme le verre, en fait, c'est recyclable à 100% et à l'infini. Donc c'est un matériau qu'on peut réutiliser. Donc c'était vraiment dommage qu'il y ait ces pertes-là. Et aujourd'hui, seulement 32% de l'aluminium est recyclé. Du coup, Nespresso était vraiment face à cet enjeu-là de responsabilité environnementale, mais aussi en termes d'image, ça a été un coup terrible pour eux. Du coup, ils se sont dit, là, il faut qu'on fasse quelque chose, il y a quelque chose, on va développer un projet
Donc ils ont participé à la création en fait, d'un club qui s'appelle le Club des petits emballages en aluminium. Et avec le soutien notamment d'Éco-Emballage, de l'Association des maires de France, mais ils sont aussi allés chercher des centres de tri. Ils ont développé en fait des équipements spécifiques pour les petits emballages en aluminium qu'ils ont mis en place dans les centres de tri. Donc ils ont fait le test dans 3 centres de tri. Et là, ils sont vraiment en projet de pouvoir développer ces équipements dans les centres de tri, avec, in fine, vraiment l'objectif de développer le recyclage de l'aluminium. Et en fait, tout simplement, vous, en tant que consommateur, vous pourrez mettre vos capsules dans les poubelles de recyclage, dans la poubelle de tri, tout simplement. Nespresso, il faut vraiment qu'on leur facilite en fait, le geste de tri, parce qu'on se rend compte que c'est compliqué de leur demander de revenir en boutique, ramener les capsules, etc. Donc là, on met simplement dans la poubelle jaune et nous, après, on s'occupe du reste. Donc là, il y a différents centres de tri. Il y en a notamment un en Île-de-France qui font le test. Et donc là, ils sont encore en test. Et Nespresso prévoit que si le déploiement en fait, de ce standard expérimental dans une centaine de tris effectués, il permettrait de recycler 10 tonnes d'aluminium, 10% d'aluminium supplémentaire par an, et réduirait leur empreinte carbone de 20% par rapport aux emballages en aluminium. Voilà, c'est un projet très intéressant qui s'appelle le projet Métal. Je ne sais pas si on teste la vidéo, on va la tester au cas où. Mais je vous invite à vous renseigner sur ce projet-là aussi qui est très intéressant. Bon, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour vous de voir des images sans commentaire. Bon, voilà, en tout cas, c'est une initiative que vous pouvez retrouver assez facilement sur Internet qui s'appelle le projet Métal. Et c'est vraiment un projet phare et important pour Nespresso, avec des gros investissements derrière. Je pense que vous pouvez imaginer les investissements que ça a pu être d'acheter vraiment les équipements, parce qu'ils les ont carrément achetés et ensuite les ont mis à disposition des centres de tri et travailler en partenariat avec les centres de tri. C'est vraiment un investissement important pour eux, mais c'était une part de responsabilité à laquelle ils voulaient vraiment faire leur part du job, j'ai envie de dire. Ensuite, optimiser la logistique et le transport. Le transport, en fait, c'est 27% des émissions de gaz à effet de serre en France, dont 25% du mode routier est lié vraiment au transport en fait, des produits agricoles et alimentaires. Donc si on prend le mode routier en France, c'est 25% qui est dédié aux produits alimentaires. C'est un élément stratégique, comme pour les procédés de fabrication, parce que là aussi, on est vraiment au cœur de ces problématiques à la fois environnementales, mais aussi de réduction des coûts. Donc là, c'est vraiment comment on optimise le transport, comment on diminue le transport, comment on repense nos schémas logistiques, et comment on va mettre en œuvre aussi des partenariats pour être les plus efficients et les plus optimaux possibles tout au long en fait, de la distribution du produit. Donc là, le périmètre d'action est aussi assez large pour les industries alimentaires. Donc il y a les choses toutes simples, vraiment analyser ces flux logistiques, voir comment on peut les repenser, comment on peut mieux remplir ces camions, comment être sûr que les camions partent pleins. Il y a aussi des initiatives qui se développent de plus en plus sur la mutualisation des transports. Je suis un industriel, une entreprise agroalimentaire. Je connais une autre entreprise qui est pas très loin de moi et qui va aller fournir le même client. Je pense notamment à la grande distribution, Carrefour par exemple. Est-ce qu'on ne pourrait pas, si mon camion part à moitié plein, se dire qu'on les remplit ensemble dans des entrepôts partagés pour livrer en même temps en fait, le même client? Donc ça se développe de plus en plus, ce genre d'initiative de mutualisation. C'est assez long et complexe à mettre en place, mais ça se développe de plus en plus et c'est un moyen intéressant en fait, de créer des nouvelles relations partenariales, des nouveaux réseaux d'acteurs locaux et également de réduire les coûts de transport, mais aussi les émissions de CO2. Il y a aussi, bien évidemment, on pense aux modes de transport alternatifs par rapport au mode routier. Donc là, on va penser à tout ce qui est ferroviaire, on va penser à tout ce qui est transport péniche.
notamment, ou alors ce qu'on appelle multimodal, où là on est moitié camion, moitié péniche, etc. Donc ça, c'est aussi des modes qui se développent, un peu plus compliqués à mettre en œuvre sur le ferroviaire, où là, c'est assez difficile à mettre en œuvre quand le réseau n'existe pas. Mais en tout cas, c'est des initiatives qui se développent et qui tendent à se développer de plus en plus. On a aussi l'utilisation de, si on choisit la route, de véhicules propres. Donc là, on va penser à des camions électriques, à l'hybride, etc. Et enfin, tout comme sur des modes de production, on pense aussi à la sensibilisation finalement des conducteurs et des salariés. Sur les flottes de véhicules, par exemple, si on a une entreprise alimentaire avec de nombreux commerciaux sur la route, il faut les sensibiliser aussi à la conduite, ce qu'on appelle verte, la conduite plus économe. Donc là, pareil, j'avais une super vidéo qui, en fait, vous présente un groupement qui s'appelle le groupement Chargeurs Pointe de Bretagne. En fait, c'est 5 entreprises bretonnes qui, en 2011, a fait le constat, comme je vous disais, on a en fait des clients communs, on a des camions qui partent et qui ne sont pas remplis au maximum. Comment on peut faire pour travailler ensemble, pour livrer ensemble, en fait, notamment là, c'était Carrefour. Comment on peut faire, donc là, il y avait Alto, donc il y a un fabricant de chips, Chancerelle qui est une conserverie de poissons, et NAF que vous connaissez sûrement, Jean-François Furic, conserverie de poissons également, et Locke Maria pour les biscuits. Donc ces industriels-là, ils se sont dit, on a quand même des exigences de transport qui sont relativement les mêmes. On n'est pas sur des produits frais. On est sur des produits plutôt, on est sur de l'épicerie sèche. Est-ce qu'on peut mutualiser ensemble notre logistique pour pouvoir livrer notre client commun qui est Carrefour? Et donc en fait, cette expérience a mis quelques années à se mettre en place, mais aujourd'hui, c'est une expérience qui marche. Et c'est 24 entreprises bretonnes qui maintenant participent à cette mutualisation pour pouvoir livrer 32 entrepôts Carrefour. Donc ça permet de réduire les camions sur les routes, d'augmenter le remplissage des camions, mais aussi en fait de désenclaver cette partie pointe de Bretagne qui était un peu isolée en fait, qui avait des difficultés de livraison. Là, cette mutualisation permettait de répondre à tous ces critères-là. Donc c'est aussi des réductions de coûts et c'est des nouvelles relations partenariales qui s'établissent avec Carrefour aussi. Donc là, sur tous les points, on a réduction des coûts, réduction de l'empreinte environnementale, réduction des kilomètres parcourus, etc. Donc c'est une initiative très intéressante. Donc c'est le JEE Chargeur Pointe de Bretagne que je vous invite aussi à en savoir plus sur leurs initiatives. Enfin, en bout de cycle, on a les pertes et le gaspillage alimentaire. Il faut savoir qu'en fait, le gaspillage alimentaire, l'empreinte carbone annuelle, c'est 3,3 milliards d'équivalents CO2. Donc là, on est au niveau mondial, c'est estimé par la FAO. Mais chaque Français, lui, jette en moyenne 20 kg de déchets alimentaires par an, dont 7 kg de produits qui sont encore emballés. Ça représente environ 400 € par an par foyer. C'est un sujet sur lequel on parle beaucoup, notamment avec la loi de lutte contre le gaspillage alimentaire qui a été promulguée il y a très peu. Sur chaque maillon, en fait, il est vraiment de la responsabilité de tous de pouvoir s'engager. Même si, au final, l'empreinte carbone est la plus importante au niveau du consommateur qui, lui, a vraiment la main sur ce qu'il fait finalement dans son frigo. Mais en revanche, les entreprises alimentaires, elles ont aussi une responsabilité de sensibilisation, de conception de produits ou d'emballage, comme je vous le disais, qui peuvent limiter le gaspillage alimentaire. On a aussi la responsabilité d'accompagner et d'expliquer aux consommateurs, par exemple sur les dates de consommation, etc., comment on peut diminuer le gaspillage alimentaire à ce niveau-là. Également les acteurs de la restauration, ou les sensibiliser de la même façon qu'on pourrait le faire avec des consommateurs. À ce titre-là, donc l'Association nationale des industries alimentaires s'est engagée assez tôt sur le sujet et a notamment signé le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire en 2013 et a mis en place une charte d'engagement aussi qui s'appelle Anti-Gaspi en 2015 qui regroupe plusieurs industriels pour réfléchir à comment ensemble on peut agir sur ce sujet-là. Il y a notamment une initiative très intéressante que je vous invite aussi à découvrir qui s'appelle Bon et Bien de McCain.
En fait, c'est une initiative qui a été lancée en 2014. McCain a fait le constat notamment que sur sa ligne de production ou sur ses choix en tout cas de produits, il pouvait y avoir parfois des produits qui étaient écartés pour des raisons qualité. Des légumes qui ne correspondent pas aux critères qualité, on les écarte. Ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour éviter les pertes à ce niveau-là, comment on peut les utiliser ces produits-là. Parce que les produits sont tout à fait consommables, c'est juste qu'ils sont écartés pour des raisons de qualité. Et du coup, en fait, ils ont décidé d'utiliser, de les valoriser, en fait, ces légumes-là, en faisant des soupes qui s'appellent les soupes Bon et Bien. Et ils font travailler aussi des personnes, en fait, qui étaient en situation de chômage. Donc là, ils travaillent aussi avec Randstad, donc l'agence de travail temporaire. Ils ont mis en place cette initiative-là dans le nord de la France, dans le Nord-Pas-de-Calais, avec un supermarché Leclerc. Et donc, ils vendent ces soupes-là produites par des personnes qui étaient en situation de chômage longue durée, avec ces légumes qui étaient écartés pour des raisons qualité et qui sont finalement valorisés pour des soupes. Voilà, c'est une initiative très intéressante et qui, là, les premières soupes ont commencé à être commercialisées en mai 2015. Donc voilà, c'est bon et bien, je vous invite vraiment aussi à découvrir la vidéo. En conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que toutes ces initiatives sont là, elles existent. Il y en a des nombreuses. Vraiment, ça a été un travail très intéressant d'aller les recueillir, d'aller discuter avec toutes ces entreprises alimentaires, tout ce qu'elles peuvent mettre en place. Mais il y en a encore beaucoup d'autres qui restent à imaginer. Il y a encore beaucoup d'innovations à développer et beaucoup de projets collectifs à mettre en œuvre. Vraiment, je pense que l'urgence du changement climatique nous fait vraiment dire qu'on n'est plus aux engagements comme on a pu connaître à certaines années. Aujourd'hui, vraiment, on a besoin de la preuve, on a besoin d'actions réelles, on a besoin que les industriels démontrent par des faits ce qui est mis en œuvre. Et c'est ce qu'on a vraiment voulu montrer en fait dans ce document-là. C'est vraiment on l'envisage vraiment comme une mobilisation collective, comme un effet d'entraînement. Il faut que les entreprises se mobilisent ensemble pour pouvoir lutter contre cet enjeu-là. Donc je vous invite, pour en savoir plus, à aller consulter en fait notre livre vert, tout simplement. Donc c'est un document PDF que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et également, sur le site internet, on a mis à disposition l'ensemble des bonnes pratiques dans le détail. Donc, vous pouvez retrouver toutes les informations sur les 100 bonnes pratiques qu'on a pu détecter et sélectionner pour ce livre vert. Donc, je vous remercie de votre attention. Désolée pour les petits problèmes techniques et si vous avez des questions, je vous écoute. C'était super clair. C'est ça. Bonjour, merci pour la présentation. Moi aussi, je suis convaincue de la nécessité que tous les acteurs agissent. Est-ce que dans un contexte de crise économique et sociale, vous avez beaucoup d'adhérents ou d'entreprises de l'agroalimentaire qui formulent des freins par rapport à une responsabilité environnementale ou sociétale plus généralement ? Alors, pas du tout, parce que, au contraire, en fait, ces solutions-là, elles sont souvent aussi un moyen de réduire les coûts. On a pu le voir sur les transports, sur aussi les modes de production. C'est vraiment un moyen de réduire aussi les coûts. Donc, je ne pense pas que ce soit un frein, bien au contraire, à ce niveau-là. Et c'est vraiment souvent un des déclencheurs aussi, la responsabilité environnementale, mais aussi un moyen de réduire les coûts. Quand on réduit les coûts sur les énergies, quand vous voyez que c'est le second poste de dépense, forcément, si on passe à des solutions qui sont moins coûteuses, comme par exemple la réutilisation de la chaleur, etc., je pense que ce n'est pas un frein et bien au contraire. Bonjour, Simona Ladaru, consultante en logistique.
Pour certaines entreprises, je pense qu'il y a un frein quand même à la mutualisation. Je pense entre autres pour les chargeurs Pointe de Bretagne. Le premier frein, c'est de ne pas se connaître ou savoir les produits qui sont compatibles à la mutualisation. Et après, effectivement, on a affaire à des petites entreprises. Hein, vous-même, vous l'avez dit en introduction, 98% des entreprises, c'est des PME. Et ils n'ont pas le temps d'aller chercher leurs confrères pour aller faire la mutualisation, optimiser leurs camions. Et après, s'ils n'ont pas le temps, ils font appel à des consultants comme moi ou comme d'autres, comme des confrères. Mais sauf que nous, on coûte un peu. Alors où est-ce qu'on trouve le compromis ? Il y a quand même des nombreux freins. C'est pour ça que ça ne se développe pas tant que ça. Et les chargeurs Pointe de Bretagne, ça fait quand même quelques années qu'on en parle. C'est toujours eux qu'on cite un exemple. C'est très bien. C'est des pionniers. Ils ont été très courageux. Mais on aimerait bien en avoir d'autres. Oui, c'est vrai que le GIE Chargeur Pointe de Bretagne, je crois que c'est bien 5 ou 6 ans d'études avant de pouvoir se lancer. Ça a été très long à mettre en œuvre. Ça a été 5 entreprises pionnières, essentiellement portées par l'entreprise ENAF, par une personne convaincue par le sujet. C'est souvent effectivement des entreprises qui ne savent pas par quel bout le prendre. C'est très complexe. En revanche, je pense que c'est le rôle aussi, notamment des acteurs régionaux ou des acteurs locaux de prendre le relais là. Je pense aux associations régionales alimentaires où il y a des initiatives qui sont mises. Je pense que les entreprises ont clairement besoin d'aide sur ce point-là. C'est effectivement pas un projet qui peut être porté seul. En revanche, il y a des initiatives qui sont plus faciles à mettre en œuvre avec les distributeurs. Je pense aux entrepôts partagés, où là, c'est peut-être un peu plus facile. Et effectivement, la proximité du secteur aide aussi beaucoup. Là, c'est parce que c'était 5 entreprises alimentaires. Les produits sont similaires, avec des exigences sanitaires similaires. Donc, effectivement, je pense qu'il y a aussi des lieux de rencontre à créer, des partenariats à créer. Et je pense que c'est la clé pour beaucoup d'autres solutions. C'est les partenariats, on le voit souvent, on va chercher les ressources, on ne peut pas le faire seul. Je vois sur le projet métal de Nespresso, ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent faire seuls non plus. Ils ont besoin d'aller chercher des partenaires, de se faire aider. Mais effectivement, pour les PME, ce n'est pas toujours évident. C'est juste pour ajouter encore un frein, ce serait toujours la crainte, c'est un frein un peu culturel, se retrouver dans le même camion avec son concurrent. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect-là. Souvent, avec le concurrent, on n'a pas envie forcément de savoir ce que je vais aller livrer à tel client, à quand, à quel moment. Voilà. Il y a toujours cette crainte-là. Je pense que c'est vraiment par l'exemple qu'on va réussir à supprimer des freins aussi, en diffusant les exemples, en montrant les bonnes pratiques. Vraiment, il faut que ce soit des expériences qui servent pour qu'on se dise « Ah oui, là, effectivement, là, ça a marché, c'est duplicable. Je pense qu'à mon niveau, là, je peux le faire. » Après, chaque situation est assez différente sur chaque région, mais je pense que par l'exemple, on peut aussi débloquer des situations. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à venir vers moi pour discuter plus en détail sur les bonnes pratiques, s'il y en a une qui vous intéresse particulièrement. Si vous voulez que je vous donne les liens pour les vidéos notamment, si vous voulez ma carte, n'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup pour votre présence. Au revoir. Bonjour, je suis journaliste, rédactrice. Oui. Je peux descendre.